Reporter. Yaorana et bienvenue dans votre émission Guide Reporter. Le changement climatique nous préoccupe tous. Mais pourquoi? Nos guides reporters en classe de CM2 à l'école Tamhana d'Aroué ont mené l'enquête. Regardez. On entend souvent parler de réchauffement climatique, gaz à effet de serre ou encore des fontes des glaces. Mais tout ça, ça veut dire quoi? On entend que notre planète est en danger. Mais pourquoi? Comment sauver notre Terre et nous sauver en même temps? Pour mieux comprendre, rendons-nous à Météo France. Car à Météo France, on ne fait pas que prévoir la météo. Grâce à toutes les données récoltées dans le monde entier, les météorologues et les chercheurs peuvent comprendre le passé, mais aussi prévoir l'avenir. Dépêchez-nous, il faut rentrer avant que le ballon sonde décolle. Bonjour Sébastien, merci de nous accueillir pour notre reportage sur le réchauffement climatique. Et nous allons voir le lancer de ballons sonde, mais il sert à quoi? Tous les instruments météo qu'il y a au niveau de la station et toutes ces mesures servent à caractériser le temps qu'il fait actuellement et sur une longue période de plusieurs dizaines d'années, ces mesures nous aident à pouvoir caractériser le changement climatique. D'accord. Maintenant, suivons Monsieur Sébastien pour aller voir le ballon. Ainsi que Thierry, également météorologue. C'est vraiment millimétré. Si vous le loupez, il n'y en a pas d'autre. Hein. Voilà, attention. Il n'y a pas beaucoup de vent parce qu'il part à la verticale. Hein. Le ballon, il est composé d'un gaz qui s'appelle l'hélium. Il est plus léger que l'air, ce qui va permettre de monter le ballon en altitude. Ça peut être aussi de l'hydrogène. Et il emmène avec lui une petite boîte. Les deux seuls instruments qu'il y a à l'intérieur, c'est un capteur de température et un capteur d'humidité. Le suivi GPS permet de calculer aussi sa vitesse, la force des vents et la pression. Est-ce que vous lâchez souvent le ballon sonde dans le ciel? Alors on le lâche 2 fois par jour. Une fois à 13h15 en milieu de journée et une fois à 1h15 en plein milieu de la nuit. D'accord. Est-ce que vous le faites, vous lâchez le ballon sonde que en Polynésie ou vous le lâchez dans les autres pays aussi? Alors absolument pas, on le lâche sur toute la planète parce que pour faire des prévisions météo, on est obligé de connaître le temps qu'il fait au niveau du sol sur toute la planète. Depuis 193 pays, 1300 ballons sont lâchés exactement en même temps. Les satellites envoyés en orbite autour de la Terre apportent également de nombreuses données. Ainsi, on a constaté une augmentation de la température moyenne sur Terre depuis la révolution industrielle en 1900. Déjà 1 degré et en fonction de nos efforts pour limiter les gaz à effet de serre, on prévoit d'ici 2100 une hausse de 2 degrés à 6 degrés sur toute la planète. Le changement climatique se mesure aussi grâce aux instruments à terre. Alors cette sonde-là, c'est un thermomètre. Et la sonde à côté, c'est un hydromètre. C'est ce qui va mesurer l'humidité de l'air. Mais ce n'est pas tout. On va aussi étudier quand il pleut et où il pleut. Non, Jerry va nous montrer à quoi ça sert un pluviomètre. Donc le principe il est assez simple, on a la pluie qui va être récupérée ici, on connaît la surface. Ici on a ce qu'on appelle un basculateur auger, tu vois on dirait un petit toboggan. La pluie va donc tomber d'un côté du toboggan jusqu'à ce qu'on ait 20 grammes de précipitation à l'intérieur. Et donc le toboggan va basculer, toute l'eau qui remplissait un côté du toboggan va se vider et tu vois qu'ici derrière il y a un tuyau, c'est par là que l'eau va s'évacuer. Alors je reviens sur l'unité, 20 grammes d'eau ça correspond à 0,2 mm quand on mesure les précipitations à Météo France et partout dans le monde. Quand on dit qu'il est tombé 10 mm, ça veut dire qu'il est tombé 10 litres d'eau sur 1 mètre carré. Et maintenant je vais vous montrer un dernier appareil qui s'appelle le pyranomètre qui permet de mesurer la quantité d'énergie qui arrive du soleil à la surface de la Terre et c'est un paramètre très important pour parler bien sûr du changement climatique. Car il faut savoir que le soleil émet principalement 3 types de rayons. Les ultraviolets, la lumière visible et les infrarouges, qui sont à l'origine de la chaleur. Une partie est renvoyée directement vers l'espace ou absorbée par l'atmosphère. Le reste, une grosse moitié, traverse l'atmosphère et réchauffe le sol, qui réémet cette énergie. 5% repart dans l'espace. Les infrarouges restants sont piégés par les gaz qui se trouvent dans notre atmosphère, principalement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le méthane. C'est ça l'effet de serre. C'est grâce à lui que la vie sur Terre est possible.
Sinon, il ferait moins 18 degrés. Mais s'il y a trop de gaz à effet de serre... Cette énergie, au lieu de repartir dans l'espace, comme elle devrait le faire en grande partie, eh bien, elle est récupérée par ces gaz à effet de serre et elle va être réémise vers la planète. Ce qui fait qu'on pense que... Enfin, on est même certain que malheureusement, la planète est en train de se réchauffer. Mais toutes ces données, elles arrivent où? Ah ben là, il faut qu'on marche encore un petit peu et qu'on aille vers la station météo. Je vais vous expliquer ça. Eh bien, je vous suis. Est-ce que la Terre s'est déjà réchauffée? Dans le passé, tu veux dire? Oui, bien sûr qu'elle s'est déjà réchauffée par période et par période aussi elle s'est refroidie. Ça, on est capable de le savoir parce qu'on est capable avec des carottages dans la glace de savoir exactement quelle était la température, les cernes des arbres aussi. On a plusieurs moyens, dans l'étude des sédiments aussi. On a donc moyen de connaître la température et la concentration de gaz à effet de serre dans le passé. Ainsi, on sait que depuis ses origines, notre planète a connu de nombreux changements de climat. Des périodes glaciaires où la neige recouvrait une grande partie de la planète ont alterné avec des périodes plus chaudes, qu'on appelle les périodes interglaciaires. Actuellement, nous sommes dans une période interglaciaire. Et donc en effet, oui, la Terre par période, ça dépend de paramètres, sans rentrer dans les détails, qu'on appelle les paramètres de Milankovitch. C'est un petit peu la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Tu sais que la Terre n'est pas toujours à la même distance du Soleil. En effet, cette distance par rapport au Soleil dépend de 3 paramètres. Le premier est l'obliquité de la Terre, car la Terre tourne sur elle-même, mais de manière inclinée. Or, son inclinaison varie de quelques degrés tous les 41 000 ans. Plus l'axe est incliné, plus les saisons sur Terre sont contrastées et inversement. Le second paramètre est l'excentricité. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un peu plus. Seulement sa trajectoire oscille entre un cercle presque parfait et une ellipse tous les 100 000 ans. En fonction de ces variations, la Terre est plus ou moins proche du Soleil et donc plus ou moins chaude. Et enfin, le troisième paramètre, la précession. Son axe de rotation n'est pas parfait. Il décrit un petit cercle comme le fait une toupie. C'est la combinaison de ces 3 paramètres, l'obliquité, l'excentricité et la précession qui influencent le climat de la Terre. Donc on est capable en effet de prévoir que dans les années à venir, si on allait plutôt vers une tendance au réchauffement ou une tendance au refroidissement. Or il se trouve que ces périodes sont toujours des très longues périodes. La Terre s'est toujours réchauffée, refroidie sur des très longues périodes. Et là le problème c'est que c'est la vitesse avec laquelle le changement a lieu. C'est-à-dire que jusqu'à présent on n'a jamais vu de changement aussi important au niveau de la température en si peu de temps. C'est allé très très vite et c'est ça qui est inquiétant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sauver la Terre? Ben oui, il faut être efficace. Il faut que déjà, à ton niveau à toi, il faut faire les choses pour essayer d'économiser l'énergie le plus possible et de mettre de moins en moins d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça, c'est ce que chacun peut faire. Et après, les hommes politiques, ceux qui nous gouvernent, doivent prendre des décisions à grande échelle pour essayer, en effet, de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un monde utopique où demain on déciderait d'arrêter toute émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, malheureusement, il y a un système d'inertie du système climatique qui fait que si on arrête de même, pendant 200-300 ans, la température va continuer à augmenter et au niveau des océans, la température des océans va continuer à augmenter pendant peut-être 800 à 1000 ans. C'est ce que disent les dernières études. Et dans les océans, allons poser nos questions au CRIOB, le Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement, qui travaille notamment sur les coraux. Implantés dans la baie d'Oponohu à Mo'orea, les bureaux du CRIOB sont juste à côté du Fage Natura, un écomusée sur la biodiversité sous-marine en Polynésie. Mais aujourd'hui, les équipes du CRIOB nous attendent à leur bureau. Bonjour les enfants. Bonjour. Nous sommes les petites reporters. Bienvenue au CRIOB. Moi je suis Anaïg et je suis la directrice du CRIOB. Et le CRIOB, donc c'est le Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Ça sert à étudier le récif corallien et étudier aussi l'impact du changement climatique sur le récif corallien. Et c'est ce que vous allez voir avec Serge, qui est chercheur au CRIOB, et Guillaume, qui est plongeur au CRIOB. On y va. Donc je vous emmène dans cette pièce parce que cette pièce, c'est une pièce dans laquelle on a tout un ensemble d'équipements
qui nous sert, nous, à mesurer les différents paramètres du récif corallien. Ça, c'est des sondes qui permettent de mesurer la température, que l'on met sous l'eau, hein. On les installe sous l'eau. On va mesurer ce qu'on appelle le pH, c'est-à-dire si l'eau elle est acide ou si elle est basique. On va mesurer la houle, parce que la houle, ça casse le corail, donc on va mesurer toutes les vagues en permanence. Ça nous permet, nous, en même temps que l'on suit le corail, d'avoir ces paramètres qui sont les paramètres qui expliquent finalement si le corail a subi des stress ou pas. Voilà. Donc ça veut dire que le corail s'adapte à son environnement et à la température? Alors, c'est une très bonne question. Le corail a une capacité de s'adapter, effectivement. Mais cette capacité d'adapter, elle est jusqu'à certaines limites. C'est-à-dire, vous avez des espèces qui vont s'adapter à 31 degrés de température de l'eau, d'autres à 31,5, d'autres peut-être même à 32, voire à 33. Mais à un moment donné, quand on dépasse une certaine limite, on va basculer effectivement dans un déclin encore plus rapide. En effet, le corail est comme nous. S'il a trop chaud, il se sent mal. Il va stresser au point d'expulser les algues qui vivent avec lui. Mais alors, il perd toute son énergie, blanchit et au bout d'un moment, il meurt. Si on n'arrête pas le réchauffement climatique, est-ce que le corail va disparaître? On va aller, oui, à terme, à un récif corallien qui va être de moins en moins diversifié. C'est-à-dire, on va avoir de moins en moins d'espèces de corail dans le récif corallien. Parce qu'on a des espèces de coraux qui sont très fragiles et qui sont très sensibles au changement climatique. Et donc, ces espèces-là, eh bien oui, petit à petit, on va en avoir de moins en moins. Et donc, on va avoir un récif corallien qui va être moins joli, plus pauvre. Et puis, finalement, oui, c'est un déclin permanent. Voilà. Et comment vous allez faire pour pas que ça arrive, que le récif corallien disparaisse? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Alors, les choses que l'on ne peut pas faire, nous, en tant que chercheurs, c'est on ne peut pas, nous, empêcher l'augmentation de la température. Ça, c'est tout le monde qui doit l'empêcher. C'est tout le monde qui doit dire, bon, mais aujourd'hui, plutôt que de prendre le scooter, je vais prendre le vélo. Aujourd'hui, plutôt que de prendre la voiture pour faire 300 mètres, je vais y aller à pied. Après, nous, en tant que chercheurs, ce que l'on essaye de faire, c'est de trouver s'il existe dans le corail des variétés, des gènes qui sont plus résistants. En espérant que pendant tout ce temps qu'on lui donne en plus, eh bien l'homme, lui, va être un peu plus intelligent et va un petit peu moins réchauffer la planète. Merci Serge d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, et puis j'espère que ça fera des vocations, non, c'est ça? Et à propos, quelles études il faut faire pour être chercheur? Alors, moi, si je prends mes études, c'est assez simple, hein. Je dirais il faut continuer jusqu'au baccalauréat, et puis ensuite aller à l'université, et puis passer ce qu'on appelle une thèse en biologie marine, ou en océanographie, ou en génétique, mais une thèse en biologie en général. Et puis, on va prendre comme modèle des modèles dans le milieu marin. Mais ça veut dire que c'est un bac plus 8, un bac plus 10, voilà. Mais donc, c'est des études qui sont assez longues. Mais au bout d'un moment, c'est plus des études. On le fait tout en étant complètement passionné par ce qu'on fait. Donc, on avance, mais sans s'en rendre compte presque. Et le chercheur ne travaille pas tout seul. Ceux qui vont poser les instruments de mesure sous l'eau et ramènent les résultats, ce sont les plongeurs. Au niveau des plans, comment vous voulez? Vous voulez comme ça ou... Normalement, le soleil est là-bas, donc on ne doit pas être mal. Mais plongeur pour CRIOB, ça veut dire quoi? Alors, être plongeur pour le CRIOB, ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire faire de la plongée sous-marine, bien entendu, mais ça veut surtout dire qu'il faut qu'on soit en relation avec les chercheurs pour trouver des solutions, pour répondre aux questions auxquelles ils se posent. Quel matériel vous utilisez pour la plongée? Le premier, c'est palme, masque et tuba. Ensuite, en fonction des missions qu'on va avoir, on peut utiliser ce scaphandre autonome. C'est ça. Vous avez tous vu déjà ça? Oui. En fait, l'air qu'il y a tout autour de nous, on va juste le mettre plein de fois dans la bouteille. On appelle ça de l'air comprimé, puisqu'on va l'écraser. C'est pour ça que les bouteilles sont très lourdes et qu'elles sont en acier. Du coup, ça ne va pas dans l'eau. La perceuse. Et si, justement, vu qu'on peut être capable de faire un petit peu tout ce qu'on veut, et pour répondre aux besoins des chercheurs, on a besoin de bricoler des fois dans l'eau. Ensuite, ce qui est très intéressant au CRIOB et ce qu'on nous demande de faire souvent, c'est ce qu'on appelle de caractériser l'habitat. C'est-à-dire de prendre des informations sur l'état de l'environnement. Cette technique, elle s'appelle la technique du transect. D'accord? Donc, on déroule le mètre dans l'eau et ensuite on va aller analyser
les informations qu'on a de chaque côté du transect ou pourquoi pas au-dessus, dans un volume une fois encore qu'on a déterminé avec le chercheur. On a un autre système qui s'appelle le quadra, c'est celui-ci, ici, c'est ce cadre-là. Donc on va faire une photo et ensuite on va analyser cette photo à l'ordinateur pour déterminer les informations qu'on recherche et que le chercheur voulait. Une fois que les plongeurs ont fini leur mission, c'est dans cette salle qu'ils enregistrent toutes leurs données. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un quadra géant qu'on a. Et on a pris plein de photos pour pouvoir reconstituer en 3D le récif. C'est beau. Et c'est où ça? Là, c'est à Moréa, c'est à Gendron. C'est beau, hein? Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de voir d'une année sur l'autre l'évolution du recouvrement corallien et si on a un impact dû au changement climatique. Les équipes du CRIOB font aussi des expériences. Derrière moi, une salle toute noire où ils changent l'acidité de l'eau pour voir comment les coraux réagissent. Merci de nous accueillir au CRIOB. Bravo pour tout ce que vous faites. Mais nous, comment on peut agir au réchauffement climatique? C'est tout ce que vous apprenez à l'école sur le développement durable, de bien trier les déchets, d'aller vers des produits qui sont locaux. Tout ça, ce sont des actions au quotidien. Il faut réfléchir à tout ce qui permet de diminuer notre empreinte carbone. Dans son dernier rapport, le GIEC en charge d'analyser les connaissances scientifiques les plus avancées sur le réchauffement climatique alerte sur la responsabilité de l'homme et son rôle à jouer. Il est indiscutable que les activités humaines provoquent un changement climatique et rendent les phénomènes météorologiques extrêmes, plus fréquents et plus graves. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Que signifie gaz à effet de serre? Ce sont des gaz qui sont très serrés, réponse 1, ou ce sont des gaz qui retiennent la chaleur du soleil, réponse 2. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet www.polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, l'équipe de reporters sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine. Nous sommes les Kids Reporters.